soir, nous allons parler avec quelqu'un qui maîtrise la communication. C'est Monsieur Alexis Bancé, qui est le directeur de publication de Connexion Ivoirienne, le premier site internet en ligne, le premier site d'information, voilà, il faut le rappeler. Et ce matin, nous allons parler de la politique africaine, mais la politique ivoirienne en particulier. Parce que cette politique ressemble à un labyrinthe qu'il faut décortiquer. Sans détour, sans tabou, nous allons essayer de parler, nous allons essayer de donner notre avis sur la politique ivoirienne. Alors, je vous invite à nous aimer et à partager aussi notre site, Oura FM. Et cette émission que vous allez voir s'appelle 5 questions A. Et dans cette émission, nous allons traiter 5 sujets différents. Et chaque sujet nécessite des questions. Donc, je vous demande de me suivre et nous allons parler avec M. Alexis Bancé. D'accord? Moi, c'est Alexis Bancé, Touadé, Ivoirien, 46 ans. D'accord. Depuis 25 ans en Europe. Voilà. Et j'ai fait étudier la science de la communication. Et depuis pratiquement 10 ans, on a créé le site Connexion Ivoirienne. Avec des anciens de la FESI, il faut dire que j'ai fait la FESI à l'époque, il y a milité à la FESI. Donc c'est à partir du militantisme FESIS qu'on a créé à l'époque le site Connexion Ivoirienne. Voilà, qui était un site militant dans un premier temps. Par la suite, il a fallu qu'on le professionnalise et depuis environ 5 ou 6 ans, il a été totalement professionnalisé. Voilà. D'accord. On va attaquer le vif du sujet. Que pensez-vous du bilan du RHDP actuel? Ouais, bon, en fait, il faut... Bilan politique, ouais, d'abord. Le bilan, ouais, parce qu'il y a un bilan économique, hein, il y a Bien un sûr. bilan économique, il y a un bilan politique. Politique. Voilà. Bon, le bilan politique, à l'allure où les choses vont, où la coalition qui a pris le pouvoir en 2011 est totalement chose divisée. Je veux dire qu'à l'époque, on avait une seule coalition qui était composée du président Bédier, de Soro Guillaume, l'ancien président national, et premier ministre aussi. Du président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, on a environ trois fractions. Donc sur ce plan, on peut dire que politiquement, je peux dire qu'il y a un échec quelque part. Voilà. Si la coalition qui a aidé à les mettre au pouvoir n'a pas pu être maintenue en l'état, de façon intacte, quelque part, il y a un échec. Voilà. Il y a un échec, il y a un déficit, on peut appeler un déficit de dialogue. Et ça peut être dû à quoi, ce déficit? Bon, c'est vrai que le bilan politique ivoirien, c'est des questions de choses, c'est des questions d'ambition, c'est des questions d'ego. Voilà, c'est des questions de ne pas vouloir partager le pouvoir, voilà, d'avoir le pouvoir pour soi, et de ne pas accepter qu'à un certain moment, on doit quitter le pouvoir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà, donc après, c'est un problème qui est général, c'est un problème qui est spécifique à l'Afrique. Voilà. Mais est-ce que ce partage concerne les partis ou les individus? Parce que quand vous parlez de partage de pouvoir, est-ce que vous voulez dire que... En général, c'est les deux en même temps. Il y a les individus seuls, mais les individus eux seuls ne peuvent pas gérer un pouvoir politique. Donc en fait, les individus s'inscrivent, ils s'inscrivent dans un mouvement politique, ou bien dans un parti politique. Et c'est à partir de là que les coalitions se mettent en place. Donc c'est d'abord individuel, certes, mais si tu veux, c'est de façon partisane, c'est de façon plus élargie. Voilà, il y a des clans politiques qui sont là, qui ont des intérêts, qui arrivent au pouvoir, les intérêts prennent en ampleur, et à ce moment donné, les gens ont des difficultés à lâcher ces intérêts-là. Voilà. Donc, mais ça veut dire que quelque part, on a un problème déjà là. Parce que si déjà pour une coalition, on peine à arriver à un bon terme, comment vous voyez l'avenir politique là en Côte d'Ivoire? L'avenir politique, bon, l'avenir politique c'est quoi? Il y a l'avenir à court terme, à moyen terme, oui, et long terme. Le court terme c'est 2020. D'accord. Voilà, je peux dire, le moyen terme c'est, si tu veux, c'est le changement de génération. Voilà. Et le long terme, c'est là on va vraiment de 25 ans, 30 ans. Ben, comme nous ne sommes pas les devins, on va s'arrêter au court terme. Le court terme, c'est les élections les plus anciennes de 2020, qui seront suivies des législatives et autres, des régionales, des municipales et autres. Pour les élections présidentielles de 2020, il faut dire que la situation est assez quand même critique. Ça, c'est mon analyse personnelle. C'est une analyse très personnelle que je fais. Je pense qu'elle est quand même critique. Elle est critique en ce sens que il n'y a pas de consensus. On a vu au niveau de la commission électorale, qui est la base, quand même d'un jeu électoral, il n'y a pas eu de consensus.
Il n'y a pas de consensus. Il y a une commission électorale qui a été mise en place dans laquelle les deux partis principaux de l'opposition, qui sont aujourd'hui le FPI, je parle de la France, Laurent Gbagbo, et le PDC du président Henri Bédié, ne se reconnaissent pas. En plus de ces deux-là, Soro, qui a aidé à mettre le RD au pouvoir, le RAGP au pouvoir, ne se reconnaît pas dans cette commission électorale. Donc sur cette base, à partir de cette base, on peut dire que c'est un peu risqué. 2020, c'est risqué. Mais si je comprends très bien, cette commission a été quand même installée avec l'accord de tous les partis, non? Et pourquoi il n'y a pas de consensus? Non, la commission électorale actuelle qui est dirigée par Brahima, je crois, Brahima Coulibaly. Oui, Brahima Coulibaly, ouais. Coulibaly, je crois. Non, il n'y a pas eu de consensus parce qu'en fait, il n'y a pas... Le PDC et le FPI n'ont participé aux négociations. Oui, mais il y a une autre partie aussi du FPI qui... Ouais, bon, écoutons... il ne faut pas minimiser ce côté, non? Il faut être un peu réaliste. D'accord. On a eu Laurent Gbagbo qui a fait 43%, 44%, 45% aux élections en 2010. On avait un Fingis qui n'a pas été en mesure de faire, je crois, 9% ou bien même 10% aux élections passées. Donc, c'est-à-dire le sérieux veut que, quand on parle du FPI, qu'on le veut ou pas, c'est Laurent Gbagbo. Quand on parle du FPI, c'est la frange de Laurent Gbagbo. C'est vrai que la fille, de façon légale, la frange légale et officielle du FPI, mais dans les faits, quand tu prends le militant du FPI, les sympathisants du FPI, la plupart, la grande majorité, est du côté de Laurent Gbagbo. Et quand le Premier ministre convoque des négociations sur la commission électorale sans faire des efforts pour adjoindre ces deux parties-là, je peux dire que quelque part le jeu est pipé. Mais la deuxième partie a refusé toujours de venir à la table de négociation, non? La frange du Gbagbo, comme on le dit. Ouais, bon, c'est un jeu politique. En fait, quand les gens ils regardent la situation, ils se disent que le jeu n'est pas clair. Le jeu n'est pas clair. Pourquoi ils compliquent un jeu qui n'est pas clair? C'est-à-dire que quand les bases sont faussées, c'est tout à fait automatique que la suite soit faussée. Voilà. Oui, mais quand j'entends ça, ça me rappelle les recensements où il y a une partie de la population qui a refusé de participer. Voilà. Et cette partie de la population ne peut même pas voter actuellement. Donc, est-ce qu'on ne retombe pas sur les mêmes choses là? Parce que justement, c'est ce que je dis. Justement, c'est-à-dire on retombe dans les mêmes travers. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, c'est de copier-coller les situations. Mais est-ce que ça ne serait pas sage, par exemple, d'aller voir ce qui se passe dedans avant de décider quoi que ce soit? Le meilleur, personnellement, la meilleure des choses, c'était quoi? C'était que les politiciens sortent totalement de la commission électorale. Voilà. Ouais. C'est une commission électorale sans politiciens, sans parti politique, sans représentant du président de la République, sans représentant du ministère de l'Intérieur et autres. Voilà. C'était un peu, si tu veux, c'est le modèle que j'aurais souhaité. Voilà. Ok. Ce que j'aimerais te savoir, que penses-tu de la séparation de Alassane et Bédié? Parce que déjà là, ces deux politiciens ont déjà je dirais, pris en otage la scène politique ivoirienne. Pourquoi ces deux ne sont plus des alliés comme c'était avant? C'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir. Nous, on a dit très tôt, il y a 2 ans de cela, on savait où Bédié partait. Parce qu'en fait, il faut comprendre chez Bédié qu'il y a une volonté de récupérer ce qu'il a perdu en 1999. Une revanche, en fait. C'est une revanche. Donc, en fait, quand il se mettait dans le schéma de la coalition avec le RDR, il se disait que quoi? Il se disait qu'au maximum, c'est 10 ans de pouvoir de RDR. Il fait ses calculs. 2020, il a 85 ans, 86 ans. S'il n'a pas envie, il a encore des chances. Mais à partir du moment où le RDR, selon les dits de Bédié, refuse l'alternance, c'est ça, parce qu'en fait, au niveau de la coalition, en interne à la coalition, il fallait avoir une alternance qui a été refusée par le RDR. Bédié se dit non, je trouve d'autres alliés, je me suis d'autres alliés. Voilà, pour mener ce combat, qui est pour lui, je pense qu'il est pour lui quand même le combat de sa vie. Je pense que c'est son dernier combat politique. Il a fait le parcours qu'on connaît depuis les années 60 jusqu'à maintenant. C'est son dernier combat politique. Voilà, donc il va le mener à fond, ce combat. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à ces nouveaux alliés de Bédié? Soro, FPI, connaissant l'histoire de ces... Bon, c'est une question de confiance. On a vu, à l'époque de Bédié, on a vu une coalition FPI, RDR contre Bédié, le Front républicain qui avait chuté Bédié. Il y a une coalition RHDP, Bédié, Ouattara, qui a fait chuter Gbagbo. C'est spécifique à la mentalité politique ivoirienne. C'est juste leur conception. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Toutes les alliances sont possibles tant qu'on arrive à s'accaparer le pouvoir. Voilà, les gens disent qu'il n'y a pas de question idéologique en Côte d'Ivoire. C'est une question de quitte là que je prends le pouvoir.
Voilà. Si tu regardes, il n'y a pas un programme politique en tant que tel, hein, entre le FPI et puis et le PDCI. Bédié a d'abord eu ses rencontres avec Soro avant d'aller voir Laurent Gbagbo. Voilà. Donc en fait, il y a un travail de base qui avait été mis en place entre Soro et Bédié. Mais ce que nous on sait, c'est qu'il y a eu un refus catégorique de Laurent Gbagbo de travailler avec Soro. Voilà. Donc à partir de ce moment, le PDCI de Bédié était obligé de faire un choix. Et c'est un choix. Quand tu regardes la scène politique, tu te dis qu'il y a le plus de poids. Gbagbo comparé à Soro, le choix est vite fait, c'est Laurent Gbagbo. Donc c'est pourquoi un peu on sent ce genre de... Il y a des frictions entre le PDCI de Bédié et puis les mouvements pour Soro. Mais dans ce cas, donc, quelles sont les chances de Soro alors? On n'a aucune chance en 2020. On n'a aucune chance d'être élu président de la République. Il faut qu'on soit un peu clair, il faut qu'on soit chose. Pour être réaliste, on n'a aucune chance. Si tu veux, pour lui, c'est une étape. Voilà, c'est une étape qui va peut-être le propulser, qui va le mettre en orbite par rapport à 2025. Mais sinon, en 2020, il peut jouer les faiseurs du roi, il peut faire une coalition et puis participer aux élections. C'est qu'il a déjà commencé la COJER. Voilà, avec la COJER. Mais là aussi encore, on sait que c'est pas trop ça. Parce que c'est deux garçons qui ont des ambitions, qui ont les mêmes ambitions, voilà, qui ont le même âge. Donc on sait par ces informations que c'est pas une confiance dans la chose par 100%. Il y a toujours des méfiances quelque part. On va rester dans ce domaine-là, avec cette rencontre entre Soro et Blé Goudé. Comment tu trouves ça? Comment tu as trouvé cette rencontre-là? Est-ce qu'elle n'est pas trop opportuniste? Elle est opportuniste, on peut dire qu'elle est opportuniste. Ouais. Elle est opportuniste en ce sens. Parce que pourquoi c'est maintenant que Soro voit cette nécessité de venir voir Blé? Voilà, Blé était en pendant 8 ans. Blé était en prison. Blé a été emprisonné sous, je dirais, le régime de Soro même s'il n'était pas président. Est-ce qu'il y a une confiance là? Mais c'est pas une question de confiance, il n'y a pas de confiance à 100%, il y a toujours des méfiances. C'est vrai que pour la forme, ils se sont rencontrés et autres, mais dans le fond, on sait que c'est pas chose, que tout n'a pas été évacué, tout le contentieux n'a pas été évacué, qu'il y a un contentieux qui est toujours là. Et c'est ce qui est un peu dommage, je pense, pour la politique ivoirienne. C'est qu'on parle toujours des individus, il y a toujours des contentieux, c'est le même personnel politique qui se renouvelle avec les contentieux des années. En fait, chaque fois qu'on c'est un bagage que les gens transportent, les politiciens, et puis la finalité, c'est quoi? C'est qu'il y ait des clashs. Voilà, parce que les contentieux ne sont pas évacués totalement. Sinon, si on veut bien voir les choses, c'était quoi? C'était que Soro et Charles, par exemple, Blé, il peut se mettre en retrait. Soro a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il a été il a 47 ans. Il a été ministre de la Défense, il a été ministre de la Communication, il a dirigé une rébellion. Il peut se mettre en retrait pendant 10 ans, revenir à 55 ans. Et pourquoi on attend l'âge en Afrique? Parce que j'ai l'impression que l'âge est très important en Afrique pour être leader politique. Je crois que c'est culturel, c'est contextuel, c'est culturel. C'est quelque chose de culturel. Il y a une culture des anciens dans nos traditions locales. C'est ce qui se transpose dans la culture moderne qui nous a été imposée par le colon. Voilà. Il y a des réalités locales qui sont là, qui transparaissent très souvent dans la chose au niveau de la conception moderne de l'État que nous faisons. Ça. Sinon, parlant de l'âge, c'est pas forcément vrai. Quand tu prends par exemple les candidats aux élections présidentielles prochaines aux États-Unis contre Trump, ils n'ont pas plus de 70 ans. La plupart, ils ont 75 ans, 76 ans, ce sont des choses. Donc, c'est pas totalement spécifique à l'Afrique. Donc, tu n'es pas contre une éventuelle candidature de Bédié ou Alassane pour les échéances de 2020? Non, si on veut bien faire les choses, c'est de ne pas écarter qui que ce soit. D'accord. Voilà, si on veut bien faire les choses. Pour éviter les frustrations. Voilà, pour éviter les frustrations. Laissez tous ceux qui peuvent être candidats, qui remplissent les conditions, laissez les candidats. On ne peut pas dire non, toi tu as 25 ans, tu ne peux pas être candidat. Effectivement, tu as 25 ans, tu ne connais pas les conditions. Mais si tu as 35 ans, tu as 38 ans, tu as 40 ans, tu peux être candidat. Mais tu as 85 ans, il estime qu'il est capable intellectuellement d'être candidat. On lui laisse. Voilà, la reine d'Angleterre, à quel âge? Il a 92 ans. Oui, mais ça, c'est autre chose. Non, en fait, mais demain, il va recevoir le Premier ministre qui a été élu. Oui. C'est elle qui va l'officialiser, qui va l'inscrire dans ses fonctions. Voilà. Bédié peut être président, mais ce n'est pas Bédié qui dirige tous les ministères. Mais est-ce que ça, c'est pas... Si le fait que la jeunesse actuelle essaie de faire revenir les anciens, est-ce que ce n'est pas dû au fait que la jeunesse a failli à son rôle, à son devoir de civisme? Je prends le cas de la FESI, par exemple.
tous les dirigeants de FECI. Non, il faut comprendre que... non, selon les F6. Oui, mais je veux dire que tous les dirigeants de FECI, finalement, ça sonne, mais il n'y a pas de truc de concret. C'est pas comme en Afrique du Sud où il y a d'autres... C'est pas comme en Ouganda. Même en Afrique du Sud, qui dirige l'Afrique du Sud? C'est l'ancienne génération. C'est la génération de Zuma qui est au pouvoir en Afrique du Sud. C'est la génération de Mbeki. Il y a l'actuel président. C'est la même génération. Je crois qu'il s'est assis à côté de Mandela à l'époque. L'actuel président sud-africain. Donc c'est ça, si tu veux, c'est un peu contentieux à l'Afrique. C'est pas... regarde, c'est pas forcément tout ce qui est chose qui n'est pas comme un certain nombre de schémas. Ici au Pays-Bas, on a un premier ministre qui doit avoir 50 ans à peine, mais qui n'a pas encore 50 ans. Oui. On a le président Macron qui vient à peine d'avoir ses 40 ans. Trudeau, au Canada. C'est des exemples, certes, mais on ne peut pas dire quelque chose. Parce que ça se passe comme ça dans ces pays-là, que forcément ça va se passer de la même façon chez nous. Non, mais quand j'écoute les comités pro-ado, pro-Soro, c'est comme si la jeunesse ivoirienne n'était pas en mesure de prendre sa propre destinée en main. Oh, mais quand tu parles de quoi en tant que jeunesse, tu veux un candidat jeune, c'est ça, un candidat jeune, pourquoi pas? Ouais, mais la politique, ça demande des moyens, ça demande de gros moyens. Ça demande de très gros moyens. Et les idées alors? Non, mais les idées sont anciennes, mais les moyens sont importants en Afrique. Il faut passer à la réalité qui est là. Il faut bâtir une campagne. C'est toute une équipe de campagne, c'est tout un groupe de personnes qu'il faut gérer. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va toujours rester derrière les anciens? Oui, mais les anciens se renouvellent de façon naturelle. Ils ne sont pas éternels. Ouais. Voilà. L'ancien d'aujourd'hui n'est pas l'ancien dans 10 ans, ou dans 25 ans. Voilà. L'ancien d'aujourd'hui, dans 10-15 ans, il ne sera plus là. De façon naturelle. Il y a une sélection, il y a un roulement naturel, des choses, des générations qui se mettent en place. Ouais. En tant qu'ancien fessiste, en tant que ancien membre de la FECI ayant collaboré avec Soro, avec Bleu Goudé, et les autres, les Aipo Marshall, que pensez-vous du rôle que la FECI peut jouer au niveau de la politique ivoirienne? Bon, je pense qu'on a joué on joue toujours un rôle, on a toujours joué un rôle. On joue toujours un rôle. Je pense pour moi le plus important, c'est la prise de conscience. Voilà, qui s'est effectuée. Parce qu'avant nous, si tu veux, avant la génération des Martiens, nous devanciers, les dieux et autres, les Guillemets Pojira, les Golgocha, les anciens, il y avait une pensée unique. Il y avait une pensée unique en Côte d'Ivoire, de 60 à 90, c'était le MSI. Il y a le PDCI, et puis il y a le MSI au niveau scolaire, au niveau de nos générations, il y a le MSI. Il a fallu la FECI pour mettre fin à cela. Voilà, donc je pense que sur le plan de... Il faut dire aussi que les FECI, nous sommes forcément démocrates. Voilà, tu peux voir un peu, on regarde un peu quand tu vois le renouvellement des différents secrétaires généraux de la FECI. On n'a jamais eu un secrétaire général qui dit qu'il va faire plus de 2 ou 3 mandats. C'est vrai que dans la situation de crise et autres, il y a des choses, mais foncièrement, nous sommes des démocrates. Voilà. Donc il y a cette mentalité-là qu'on a plus ou moins inculquée aux populations ivoiriennes. Mais il y a aussi l'image que la population retient de la FECI. Cette image d'agressivité. C'est une image erronée. C'est une image erronée. Parce que quand tu prends la FECI, ça part de 90 à aujourd'hui. Oui. L'image que les gens retiennent, c'est quoi? C'est 98. De 98 à 2002. Si tu veux, à 2011, c'est la période du coup d'État, de l'arrivée de Gbagbo au pouvoir et puis de la rébellion. C'est cette image-là. Mais sur la FECI, c'est plus diverse que ça. La FECI est beaucoup plus diverse que ça. Elle va plus loin. Il y a plein de FECI qui sont là, qui ne sont pas connus, qui sont là, qui sont en Angleterre. Oui, mais ce silence-là, effectivement, il y en a plein. Mais c'est dû à quoi ce silence? Ouais, c'est pas un silence. Nous, on les voit. On sait que les camarades fonctionnent. On sait que les camarades pour des actions. Parce qu'on voyait, surtout notre génération, on voyait à FECI un syndicat qui allait défendre les jeunes, qui allait faire quelque chose, parce qu'on avait l'espoir sur la FECI. Ouais. Jusqu'à ce que l'image de la FECI soit ternie par ces années que tu viens de dire. En fait, le rêve que les gens font, c'est quoi? C'est comme si les gens veulent enlever la FECI du contexte ivoirien. La FECI est fille du contexte ivoirien. Quand tu parles de la violence, les gens disent que les FECI sont violents, mais nous on a fait la prison, on a été torturés à l'époque. Et le PDC nous a imposé une certaine violence et on a répondu par la violence. Quand tu parles des choses, les FECI n'ont pas, si tu veux, ils n'ont pas répondu à l'espoir
qui étaient placés en eux. Mais les Fessis, ils sont pas, c'est des créatures ivoiriennes. Ils sont dans le contexte ivoirien. Ils sont à l'image de la société. Ils sont à l'image de la société ivoirienne, voilà. Ils sont à l'image de la société ivoirienne. On peut faire de façon extraordinaire plus que ça. On ne peut pas faire comme des extraterrestres, comme si on était venu d'arriver parachuter dans la société ivoirienne. Nous sommes filles et filles de la société ivoirienne. Voilà. Quand tu penses au blé, c'est le FPI. Blé a fait quoi? Blé a été pour Gbagbo. Quand tu penses au qui a fait le RD, qui a été le RD à venir au pouvoir, c'est le F6. Voilà. Konaté était ici en Allemagne, c'est un F6, l'État de pouvoir à nous. Voilà. Donc en fait, c'est ça. On est là, on travaille, c'est pas quelque chose. Je ne pense pas qu'il y ait des déceptions, je pense que c'est contextuel. Il faut être patient. C'est en fait, ce genre de combat là, c'est pas un combat d'une seule génération, c'est un combat de plusieurs générations. Tu vois, c'est un combat de plusieurs générations. Les Marseillais pouvaient opposer des actes. Nous, on est arrivé, on a pris la relève. Il y a une génération qui est là, qui prend la relève. Mais moi, je me dis, c'est dans le long terme. C'est pas forcément que les actes qu'on pose aujourd'hui apportent des fruits par du non vivant. Mais après notre mort, après qu'on soit disparu, ça peut, 10-15 ans après, ça peut apporter des choses, des fruits. On va revenir un peu sur le pouvoir en place actuellement. C'est le pouvoir qui a travaillé plus, mais c'est le pouvoir qui est le plus contesté. Comment on peut expliquer ça? Qui a travaillé plus comment? Au niveau des infrastructures, au niveau beaucoup de choses dans le pays, comparé aux 10 années passées. Ouais, pas plus qu'Oufoué quand même. Voilà. Non, pas plus qu'Oufoué. Pas plus qu'Oufoué. Oui, mais je veux dire après, on peut relativiser ça. C'est un slogan de communication, c'est un slogan de campagne que les gens ont au niveau du RHGP pour dire qu'ils ont travaillé plus que tout le monde. Ouais. J'entends le président Ouattara très souvent le dire, revient là-dessus. Mais écoutons, déjà le pouvoir en quel contexte? Déjà le pouvoir en 93, Oufoué mourait en 93. Il a eu 6 ans, les caisses d'État étaient vides, il n'avait pas assez de moyens, le pays était en crise. Il y avait, si tu veux, la transition. Mais les caisses étaient vides, c'était. Pourtant, Oufoué. Non, mais le cacao avait chuté, le prix du cacao avait chuté. D'accord. Ça a commencé sous Oufoué, ouais. C'est la crise, mais ça a commencé sous Oufoué dans les années 80. Je crois Oufoué, vers la fin, c'était énervé. Voilà, le Béti a connu les choses qu'on appelle la dévaluation. D'accord. Voilà, en 94, il a vécu la dévaluation. Voilà, c'est dans un contexte économique, c'est très difficile de vivre une dévaluation. Donc je pense ça, pour relativiser. Quand tu prends chose, Guy, on n'en parle pas, c'est une parenthèse qu'on peut rapidement oublier. On prend Laurent Gbagbo. On sait dans quel contexte il est arrivé au pouvoir. On sait aussi dans quel contexte il a géré le pays. Tout lui a été fermé. Il faut qu'on soit clair avec les uns avec les autres. Tout lui avait été fermé. C'était à peine si on voyait des bananes ivoiriennes dans les supermarchés européens, ou bien des mangues de Côte d'Ivoire dans les supermarchés européens. Le pays était sous embargo. Vraiment sous embargo. Mais quand Ouattara arrive, d'abord les chiffres de croissance, on parle des chiffres de croissance. Les chiffres de croissance, c'est en fait, on était dans les chiffres négatifs sous Gbagbo. Le pays était en crise. Ouais. Donc quand tu parles du négatif, rapidement tu vas au 12, 8%, 9%. C'est un point. Mais quand tu prends si tu veux, le réseau international du président Alassane Ouattara, voilà, c'est un réseau de finances. C'est un réseau de finances. Donc là, il a accès à certains financements auxquels ses prédécesseurs n'ont pas eu accès. Voilà. Voilà. Et il a accès à un pays qui est unifié. Il a entre les mêmes pays qui est unifié. C'est-à-dire en fait Oui, mais ça n'a pas été facile pour unifier ce pays quand même, non? Ouais, bon, je veux dire, en fait, le slogan de campagne qui consiste à dire que voilà, on a travaillé plus que tout le monde, c'est erroné. Voilà, c'est un peu. C'est un peu trop dit. C'est un peu trop, je tape sur la poitrine. D'accord. Chacun a travaillé, c'est une succession, l'État est une succession. On peut dire qu'Ouattara n'a rien fait en 90 quand il était Premier ministre, 90-93. Voilà. Quand il réduisait les bourses, il faisait disparaître les bourses des étudiants et autres. Il a racheté les cartes de bus et autres. Voilà, on peut dire quelque chose. La loi parapluie atomique et autres, voilà, on peut dire quelque chose. Mais une chose, on peut, sur le plan universitaire, ce mandat-là, on n'a jamais eu une situation à côté où l'université est fermée pendant 2 ou 3 ans, mais ça a été le cas. Donc, c'est au niveau des infrastructures, c'est au niveau des choses, au niveau du développement humain, au niveau de la satisfaction des populations, tu vois que l'agro existe toujours. Ils peuvent dire qu'ils ont travaillé, mais tu vois que les Ivoiriens ne sont pas satisfaits. Quand tu causes avec les gens, généralement, les gens ne sont pas satisfaits de leur situation. Oui, mais on peut aussi penser qu'ils sont quand même un peu satisfaits que sous le pouvoir de Bédié, même si Bédié est parti de façon non démocratique. Tout est relatif. D'accord.
l'absolutisme là, pour dire que voilà, c'est nous. Non, non, c'est quand tu compares en économie, quand tu compares, il y a des critères de comparaison. Si les critères de comparaison sont faussés, la comparaison n'est pas chose, elle n'est pas fiable. Voilà. Ok, on va revenir encore sur le RHDP pour les élections 2020. On sent maintenant qu'il y a, même si ce n'est pas officiel, on sent qu'il y a des positionnements de certains dauphins déjà. Il y a, sans que le mot soit prononcé, il y a vraiment une guerre dans le RHDP. Ouais. Il y a des bons qui passent par des dons à longueur de journée, 300 000, 800 000, 500 000. Et puis aussi, il y a de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas une grogne au niveau du RHDP? Il y a d'abord une grogne au niveau de la base, ça c'est pas chose, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je crois qu'ils sont au pouvoir en 2011. En 2015, déjà, au niveau de l'élection de 2015, on sentait un peu la grogne au niveau des bases. Hein. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça au pays. Quand le FP arrive au pouvoir, c'est la même chose. Les gens se sont enrichis. Les réformateurs étaient devenus tous riches. Ils avaient construit des grosses villas et autres. Donc les bases étaient toujours mécontentes. Voilà. Au niveau des choses, au niveau de la succession, c'est vrai qu'il y a un dauphin, il y a deux camps qui est là, qui pensent que son temps est arrivé, qui n'est pas aussi jeune que ça. Bon. C'est un nous rappelle ça de temps à autre. Il y a Bon qui est là, qui est le dauphin officiel, qui est là. Il y a Ahmed qui est là aussi, qui a accepté d'attendre que Bon passe. Si tu veux, c'est normal. En fait, si tu veux, dans un jeu politique, dans une structure politique, qui est vivace, c'est comme ça, c'est les égos, c'est les ambitions. Voilà. Donc ça, je ne pense pas que c'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce sont des ambitions. Un politicien a des ambitions. Voilà. Les élections de 2020, comment ça va se passer? Bon, je suis pas un devin. Ton point de vue là-dessus, comment tu vois tes analyses en tant qu'homme de médias qui, comme je l'ai dit dans mon introduction... Je pense qu'on va un peu dans le schéma passé. On va sortir dans le même schéma passé. C'est un schéma de violence, c'est un schéma de contestation. Voilà, pour résumer. Quoi. Donc c'est pas bouclé, comme on a l'habitude de dire au RHDP. C'est pas bouclé? Non, rien n'est bouclé. Je pense que rien n'est bouclé. On a encore un an pour les élections. En fait, je veux dire que rien n'est gagné d'avance. Ouais. Ouais, non, rien n'est gagné. Et l'opposition, elle a une chance? L'opposition a une chance en ce sens que si Laurent Gbagbo donne je pense qu'il donne un modèle de vote clair, un modèle de vote très clair, l'opposition a une chance. Mais il ne le fait pas, parce qu'il y a un silence de son côté. Bon, le silence c'est quoi? C'est stratégique. En fait, il faut comprendre que Gbagbo aussi, il est courtisé de l'autre côté. Hein. C'est pas seulement le PDCI qui le courtise, au niveau du RDR. Les gens n'en parlent pas trop, il y a une négociation souterraine. Les gens n'en parlent pas. Donc il est là, il observe la situation. Pour le moment, il travaille dans un cadre avec le PDCI. Mais puisqu'il a déjà fait alliance avec le RDR par le passé. Parce que son silence aussi crée une certaine confusion au niveau du FP déjà. Là. Parce que c'est un silence qui est très lourd et beaucoup de membres du FP attendent ce moment pour que Gbagbo puisse dire quelque chose. Mais ça ne vient pas. Il prend la parole. Oui, mais ça ne vient pas. Ouais, je pense qu'il prend la parole. Est-ce que c'est dû à la procédure judiciaire qui fait qu'il ne veut pas, ou bien c'est juste une stratégie pour... Bon, les gens doivent comprendre que c'est quelqu'un qui a fait 7 ans, 8 ans de prison avec son âge. D'accord. Voilà, qui était coupé de tout, qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas accès aux journaux. Voilà. Donc je pense qu'il prend le temps, qu'il n'est plus aussi jeune comme Charles. Charles réagit plus, il est plus réactif parce qu'il est jeune, ça va plus vite, il est encore vif au niveau des idées, au niveau des choses, au niveau physiologique et autres. Charles est encore plus vif, mais c'est un vieillard. Voilà, c'est un vieillard qui sort c'est pas facile, moi j'ai été à plusieurs depuis la chose, en prison là-bas, le rang musique, c'était pas évident, c'est pas une condition de vie facile. Donc ça joue un rôle, il prend son temps, il observe, il écoute, il regarde, mais je pense qu'il va parler. Voilà, il va parler. Il y a plusieurs raisons, on peut avancer les raisons, les choses au niveau de la procédure, mais Charles parle, voilà, donc il peut parler aussi. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. C'était notre émission intitulée